Salut mes petits Azunés, on est aujourd'hui ensemble pour la review de l'épisode 4 de la saison 2 de Squid Game. Ah là là, j'avais peur. Ah, j'avais peur pour celles et ceux qui ont regardé la vidéo, la review de l'épisode 3. Ça puait un petit peu, hein. C'était, ça sentait un petit peu la redondance, un petit peu le déjà vu. Bon, eh ben écoutez, ça a duré 3 minutes, et puis au bout de 3 minutes, on entend une petite voix comme ça en off qui dit mais toi tu peux peut-être nous aider. Et là tu vois le numéro 1, je dis oh putain le bâtard. Oh le bâtard il vient parler à 456 comme ça, l'air de rien. Ah que c'était bien. Ah que c'était bien. Oh là là, et puis la discussion de salaud qu'il y a derrière. Oh putain c'était génial. On s'arrête, on va débriefer ça, jingle. Oh c'était bien. Voilà, je vous le disais, une banane, mais comme ça, au tout début, donc ils sont dans la salle de repos, vous avez 390, le vieux pote de jeu de 456. Bon, ils discutent un petit peu, ils sont en train de manger tranquillou bilou. Et puis, d'un coup comme ça, il y a un petit groupe qui arrive, avec à leur tête le numéro 1, qui vient confronter un petit peu... qui vient discuter avec 456, et on sent directement que le ton est très cordial, le ton est très amical, et c'est énorme quoi, c'est énorme parce qu'il est en train, il lui balance des saloperies en mode complètement innocent, ce qui a juste pour but, on va dire, d'insinuer de la culpabilité à 456, et voire même de le démoraliser. Donc il est en train on sent bien que le numéro 1 est en train de tester 456, voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. La culpabilité parce qu'il lui dit tu sais, si moi j'ai voté pour, c'est parce que j'ai confiance en toi. Salaud. Oh le salaud, le mec, mais les bollocks qu'il faut avoir pour lui sortir ça sans sourire, sans avoir une petite étincelle dans le regard. Mais c'est génial, c'est génial. Et derrière, quand tu lui dis, mais alors, si tu as gagné, c'est quoi le prochain jeu? Hein, bâtard, c'est quoi le prochain jeu? Dis-nous à nous, vas-y, mouille-toi. Vas-y, fais des pronos. Donc 456 lui dit, bon, il va un peu mollo, il dit, écoutez, après, à ce que j'ai joué, c'était le Dagji. Non, c'est pas le Dagji, c'est le Dagona. Dalgona, je sais plus. C'est vous savez, le jeu du biscuit en sucre. Il lui dit, voilà, il y avait ça, on avait 4 formes à choisir, à découper. Ah bon, d'accord. Et c'était quoi la forme la plus facile? C'était le triangle, d'accord. Et la forme la plus dure à éviter? Le parapluie. T'es sérieux? Il y a vraiment des mecs assez cons pour prendre un parapluie? Oh! J'étais mort, et tout ça dans les 5 premières minutes, quoi. C'est génial, ça m'a enlevé toute l'appréhension de voir un nouveau plagiat de la saison 1. En 5 minutes, c'était fini, on est parti sur autre chose, sur une autre direction, complètement inédite, et c'est génial. Derrière, tu as le numéro 100 qui arrive, bah, allez vas-y, je te remets une couche. Qui dit mais non, il faut surtout pas ébruiter la suite du jeu, parce que sinon, si tout le monde survit, la cagnotte elle augmentera pas. Donc il faut qu'il y ait des gens qui crèvent. Et tu as 456 qui complètement, qui blémit complètement, il dit mais c'est pas vrai quoi, mais je suis avec des teubés. Donc, les premières émotions passées, on a le numéro 1 et 456 qui vont confronter un petit peu leur vision du jeu, leur vision de leur stratégie à adopter, et sur les responsabilités de chacun. Donc on sent bien que en fait, le numéro 1 essaie de jauger un petit peu, essaie de discuter, d'apprendre à connaître le numéro 1, le numéro 456, essaie de comprendre un peu ses réelles motivations. Maintenant qu'il l'a en face, pour développer le propos, parce qu'au travers d'un cochon faune dans une limousine, c'est pas vraiment le must pour avoir un débat, pour avoir une discussion. Et l'épisode va prendre une tournure très très intéressante lorsque, au détour d'une bagarre, on va avoir le joueur 1 qui va s'interposer,
Alors il s'interpose pour une raison principale, c'est parce que les mecs se prennent à 2 contre 1 dans la bagarre. Et ça, on sent bien qu'il y a cette notion d'équité, ce n'est pas juste. Voilà, il lui disait non, vous y mettez à 1 contre 1, vous êtes à 2 contre 1, vous devriez avoir honte. Voilà, et il se les prend, il se les prend l'un après l'autre, il les défonce, il les déboîte complètement. Et il les déboîte aussi et surtout, c'est là où ça devient très intéressant, c'est qu'il y a un développement de personnages. Lorsque Thanos, s'en prend au numéro 1 en lui parlant de ses enfants. Et là, numéro 1, il vrille. Donc tu sens bien qu'il y a quelque chose qui a percuté en lui en rapport avec les enfants. Le développement se poursuit dans la nuit, on n'attend pas, hein, je veux dire ça va à 100 à l'heure. Heureusement parce que la saison ne fait que 7 épisodes, on est déjà au 4e, on en a parlé. Il se confie donc, numéro 1 vient se confier avec 456 dans le huis clos d'une nuit où tout le monde dort, finalement, c'est toujours très bien mis en scène, très bien scénarisé. Et il lui dit que lui, sa motivation, pourquoi il est là, c'est pour sauver sa femme, qui a besoin d'une greffe de foie et qui est à l'hôpital, et sa femme qui est enceinte. Alors, est-ce qu'il ment ? Bah oui et non. Oui et non. Oui, parce que on sait que sa femme est morte grâce au petit flashback, à la discussion entre le flic et sa mère. On sait que la femme du maître des jeux est décédée. Et que c'est le maître des jeux qui a pris la décision de donner son rein à son frère plutôt que de vendre ce rein-là qui aurait pu payer le foie, enfin l'opération et sauver sa femme. Donc il y a une part de culpabilité. Mais ce qui est intéressant dans la part du maître des jeux, c'est qu'il prend sa responsabilité. Il dit oui, j'ai fait un choix impossible à faire, mais je l'ai fait. Et je n'ai d'autre solution que de l'assumer, ce choix. Et pourquoi non ? Pourquoi est-ce qu'il ne ment pas ? Parce que c'est certainement la motivation, cette raison-là qui a fait qu'il y a quelques années, il est rentré dans ce jeu. D'accord ? Il est rentré dans ce jeu, il l'a gagné, puisque je vous rappelle que le maître des jeux a déjà remporté une édition précédente, avant de devenir maître des jeux. Il a dû remporter l'argent, mais pour une raison ou pour une autre, quand il est sorti, sa femme était déjà morte très certainement, et son enfant également, son enfant à naître également. On a donc un dialogue entre deux anciens vainqueurs de ce jeu-là. On a d'ailleurs une phrase du maître des jeux qui lui dit je te comprends, je pense qu'il est sincère dans ses propos, dans cette discussion intime entre les deux joueurs. Je pense qu'il y a une part de sincérité lorsqu'il dit je comprends ta position, lorsque tu dis que cet argent-là, il n'est pas à toi. Cet argent-là, c'est l'argent qui est donné parce qu'il y a eu des morts. Donc c'est le fameux syndrome du survivant dans lequel je parlais dans mon résumé de la saison 1. Tu ne te sens pas digne de tout cet argent et tu ne sais pas quoi en faire du coup. Et j'ai envie de vous dire, pour les fans de manga, et je vais encore en repousser, mais vous savez mon amour pour ce titre-là, de SNK. Vous avez un petit peu le parallèle avec Reiner et Eren, lorsque Eren lui dit « Tu sais Reiner, finalement, on est pareils tous les deux. » Oh, c'est génial. C'est génial. Les deux sont en train de se jauger. Enfin, 456 ne sait pas qui est en réalité numéro 1. Normalement, j'espère, parce que sinon, si on est mindfuck à la fin, là, je veux dire, je renverse la table. Si 456 arrive à se contenir à ce point, en sachant très bien que le mec en face de lui, c'est le grand maître. On va pouvoir revoir toute la saison, mais d'un autre œil. Et là, ça serait génial. On a ensuite un petit sous-arc, une petite sous-intrigue avec le Carré Noir, le personnage qui joue le Carré Noir, qui est le remplaçant finalement du maître des jeux, puisque le maître des jeux est dans le jeu. Et on va avoir un focus sur tout ce qui est du trafic d'organes. Alors on apprend cette fois que le trafic d'organes est cette fois
complètement assumé, complètement institutionnalisé, beaucoup mieux préparé, puisqu'ils ont leur propre médecin, donc ils vont se faire un paquet de pognon là-dessus. Ça pose problème à personne, puisque ça ne nuit pas à l'intégrité du jeu et à l'équité entre les joueurs. Mais il est emmerdé, Carré Noir, parce que le numéro 11, le Lapin Rose, est en train de saboter tout leur travail. Lapin Rose, on le sait, il vise systématiquement le cœur et la tête pour que les mecs meurent rapidement et qu'on ne puisse rien récupérer. On apprend dans cette discussion-là que le Lapin Rose, que le numéro 11 a été recruté il y a 7 ans. Donc c'est-à-dire qu'il y a 7 ans, elle a quitté la Corée du Nord. Sa fille avait 8 ans à l'époque. 1 plus 7 égale 8 ans. Donc la fille, je vous disais qu'elle devait avoir entre 4 et 6 ans. Bon, mais en fait, elle doit avoir entre 7 et 7-8 ans actuellement, si elle est encore en vie. Elle a été recrutée par l'organisation pour ses talents de sniper. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'elle était complètement à la rue, parce qu'elle elle avait des dettes ou quoi que ce soit. C'est juste parce qu'elle n'avait plus aucun but dans la vie, mais qu'elle avait ce talent particulier. Petite réflexion donc du pourquoi est-ce qu'elle tient à ce point à saboter le travail. Alors, est-ce qu'elle le fait parce qu'elle veut donner une mort digne aux joueurs qui sont tombés pendant le jeu? Dire non, voilà, tu les laisses tranquilles maintenant. Ou bien, est-ce que elle est en train de mettre en place un moyen de pression à l'organisation pour leur dire, écoutez, si vous voulez que j'arrête, vous me mettez de côté une moelle épinière. Parce que de son point de vue, elle sait que le père de la gamine est dans le jeu et qu'il y a de très fortes chances pour qu'il canne. Donc elle se dit, la gamine elle y est pour rien. Il n'y a que moi qui ai ce pouvoir-là de la sauver. Alors ça va être très intéressant de savoir est-ce qu'elle est désabusée à ce point-là de laisser tomber, de laisser mourir le père et la gamine également. Ou est-ce que son instinct de mère va rejaillir et va dire ok, je vais la sauver et je vais m'en occuper. Ça serait une belle rédemption pour ce personnage-là, je trouve. On a un petit point également qui est fait sur l'équipe du flic et des mercenaires qui sont au point mort complet, ils n'ont plus aucune piste. Dans la mise en scène, on pourrait penser que le capitaine du bateau soit un peu impliqué, parce qu'apparemment il y aurait une taupe parmi l'équipe, quelqu'un qui aurait mis au courant l'organisation qu'il y avait un implant dans la bouche de 456 qui permettrait de le retrouver. On aurait pu penser que c'était le pêcheur, mais bon, le pêcheur il n'était pas au courant qu'il y avait un implant. Tu vois ce que je veux dire? Quand l'équipe du flic part en bateau à la recherche de l'implant de 456, 456 il est déjà sur l'île. Tu vois, donc il pouvait pas déjà être au courant. Est-ce que ça viendrait de quelqu'un des mercenaires? Bon, les mercenaires ils font ça pour le pognon, autant il y a un agent infiltré, on ne sait pas. Et comment, je vous disais, comment est-ce qu'ils vont faire pour retrouver le lieu? Comment ils vont faire pour retrouver l'île? Déjà, est-ce qu'ils vont la retrouver? Est-ce que c'est pas 456 qui va ressortir d'une façon ou d'une autre? Mais peut-être est-ce que la taupe va être découverte et qu'ils vont réussir à remonter. Il y aurait également une piste qui consisterait à dire que le recruteur, on le voyait dans la bande-annonce, il a un appart. Peut-être qu'en fouillant son appart, ils vont trouver des pistes, ils vont trouver des trucs comme ça, ils vont trouver une piste, quelque chose comme ça. Je sais pas, et ça ferait un bon cliffhanger d'ailleurs. Fin de saison 7, en fin d'épisode 7, on voit le flic qui trouve dans l'appartement du recruteur un indice. Tiens, voilà, on se voit à la saison 3. La saison 3, ça va barder. Parce que je sais pas comment ça va finir cette saison-là. Mais il reste 3 épisodes, ça peut pas. Ils prennent le temps de développer tout un propos et des personnages. Tu peux pas tout rusher en 3 épisodes, c'est pas possible. En 3 heures, c'est pas possible. Toujours est-il que nous commençons le deuxième jeu dans cet épisode-là, qui va s'appeler le pentathlon à 6 jambes. Si je comprends bien, alors c'est tout simple, on va commencer par demander aux joueurs de former des équipes de 5.
Alors il y a toujours la douille, toi en tant que spectateur, tu le sais. Tu ne sais pas si les 5 joueurs vont jouer ensemble ou bien les uns contre les autres. S'ils jouent ensemble, ben, c'est soit les 5 vivent, soit les 5 meurent. Soit, et s'ils jouent les uns contre les autres, ben, il y en a peut-être un qui va vivre et 4 qui vont mourir, ou voilà, dans les proportions que l'on ignore encore. Donc il se forme rapidement des équipes. On va parler de l'équipe donc des protagonistes. On a donc 456, son copain 390. On a le numéro 1 qui veut rester avec 456 parce que il l'intrigue quoi, voilà. Et puis il a tout intérêt à le laisser en vie. On sent bien que le maître des jeux est hypé par ce personnage-là qui lui donne de l'intérêt, qui donne du relief à son jeu. Donc il a tout intérêt à ce que les deux personnages restent en vie le plus longtemps possible. Et on attend tous la partie de Squid Game entre les deux dans le dernier jeu en duel. Ça serait énorme. On a également l'apparition de nouveaux personnages, le 388, c'est ça, qui est un ancien soldat de la marine. Et on apprend que 390 également faisait partie de la marine. Donc les deux s'entendent comme un cochon, il intègre l'équipe également, jusqu'à ce que il cherche un 5e membre d'équipage. Je me crois dans One Piece, un 5e membre d'équipe. Et ils arrivent à recruter un 3e marine. Et c'est à ce moment-là qu'il y a la femme enceinte, le numéro 222, qui arrive, qui dit s'il vous plaît, aidez-moi. Et là on voit bien dans le jeu d'acteur du numéro 1, il bug le mec. Il bug et ça lui fait clairement penser à sa femme. Et il va très certainement faire un transfert. Il fait un transfert de sa femme sur le 222 et il va vouloir la protéger également. Il dit écoute, viens avec nous. Il vaut mieux que ce soit toi qui vienne avec nous parce que sinon ça risque d'être chaud pour ton cul. Enfin, je dis choisi, en fait c'est occulté. Le choix entre le numéro 96 et le numéro 222 qui est fait au sein de l'équipe, c'est fait off-panel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on ne sait pas qui a pris la décision de prendre la nana plutôt que le mec. Et ça pourrait être intéressant, encore une fois, comme développement. Dans les autres équipes, on voit que le numéro 007 et sa mère, la 149, c'est ça, galère à trouver une équipe. Alors, non pas 007, il pourrait trouver très facilement, mais c'est parce qu'il a sa mère avec lui que des équipes refusent de le prendre. Néanmoins, 007 conserve son honneur, dit non, ça c'est ma mère, c'est à prendre ou à laisser, mais je ne me sépare pas de ma mère. Le mec garde quand même son honneur et ses valeurs, alors même que sa mère lui dit non mais écoute, vas-y, ne t'inquiète pas pour moi, vas-y. Et ils ont bien fait, parce que quand tu regardes le futur, enfin le sort qui est réservé à ces mecs-là, eh bien c'est les premiers à jouer, et bien ils se font dézinguer. Donc s'ils avaient rejoint cette équipe-là, on ne sait pas ce qu'aurait fait 007 et sa mère, mais ils seraient peut-être déjà morts. Même développement pour le numéro 120, le transgenre, le nana, qui a transitionné. Alors elle est rejetée de partout. Bon, parce que les gens ont peur d'elle, ou enfin pas peur, mais se méfient d'elle, sont pas trop chauds d'avoir un trans avec eux. Attention, encore une fois, faut que ça raconte quelque chose. Bon, si c'est pour dire, oui, mais elle a du courage. Oui, d'accord, très bien, ça ne lui donne pas une particularité, un supplément d'âme par rapport aux autres joueurs. Finalement, le numéro 120 va rejoindre une équipe composée d'une nana lambda, de 007 et de la vieille, plus la numéro 44 qui joue à merveille son rôle de femme un peu tarée, qui est chamane de la mer, je crois, quelque chose comme ça. Bon, ok, bref, passons. Et de toute façon, les mêmes causes produisant les mêmes effets, le groupe qui refuse d'intégrer le numéro 120 se fait zigouiller également dès le premier tour.
Petit sourire également que j'ai eu lorsque on voit les deux équipes en train de jouer, en train de galérer, essayer de s'en sortir. On a le numéro 1 qui se penche tranquillement, sans pression, vers le numéro 390 qui est chargé du jeu du lancer de pierre, qui lui dit comme ça, apparemment, si on se rate là, on va perdre beaucoup de temps. Je te mets un petit coup de pression. Et puis juste derrière, lorsque le mec galère avec sa toupie, et c'est le contre-Uno, c'est le 390 qui dit apparemment sur la toupie, si on perd, si on galère, on va perdre beaucoup de temps. Tu sais pas à qui tu parles, mec, tu sais pas à qui tu parles. Donc ça m'a fait bien rire. Voilà, donc un épisode très rythmé, très intense également. J'ai pas décollé mon attention pendant une heure, pendant tout l'épisode. C'était vraiment génial, ça m'a enlevé mes peurs. J'espère que le numéro 5, l'épisode 5, sera dans la même veine, dans la même trempe. Je me régale, moi personnellement je me régale de cette saison-là. Les scénaristes ne se foutent pas de notre gueule. Pour le moment, on va voir comment ça va finir. Si ça doit commencer à décoller, c'est l'épisode prochain. Il doit commencer à se passer des trucs. Si ça finit, si les jeux finissent à l'épisode 7, ça doit commencer déjà à s'emballer le prochain épisode. C'est tout pour moi, pour cette review un peu plus courte que les autres. On se retrouve rapidement pour la review de l'épisode 5. En attendant, abonnez-vous, petit pouce bleu si vous appréciez le boulot. Et puis dites-moi en commentaire si vous voulez en discuter. Attention, pas de spoil. Je serai intransigeant. On est là pour passer du bon moment, on est là pour se respecter également. D'ici là, écoutez, bonne journée à vous et puis on se revoit très rapidement. Ciao!